Cette année, Thomas N'Gijol est hype. Il est à la mode et on pourrait comparer sa vie à celle de Colin Branchouille. Il est le roi du style, le prince des tendances, celui qui fait et défait les modes. Les plus grandes marques se l'arrachent. Son mentor décide alors de traduire son nom en anglais. Colin Branchouille devient Monsieur Hype. Un mouvement est né. Thomas N'Gijol, c'est Monsieur Hype en vrai. Entre la série Empathie et son film Indomptable, tout lui réussit. Il est allé à Cannes et il a remporté le prix Claude Chabrol. Il s'en remet pas. Tu vas me faire rechialer, t'es con, toi. On est là pour ça. Bref. J'ai de la chance. Voilà. Maintenant, Thomas N'Gijol fait partie de la grande famille du cinéma français, même si parfois, pour jouer dans certains films d'auteur, il faut savoir prendre sur soi. Coupez! Coupez! Pousse-toi, pousse cette perche. Qu'est-ce que tu me fais là? Non, personne n'y croit depuis ce matin, mais on ressent rien. Qu'est-ce que fait ton personnage? Qu'est-ce qu'il fait ton personnage? Est-ce qu'il a froid? Mais oui. Ah ben je sens rien du tout, mon vieux. Ça fait 2 heures que Je m'en fous de 2 heures. Shining, ils ont tourné 3 ans. J'en ai marre de tourner avec un rigolo comme ça. Le nouveau Thomas, il a oublié le 9-4, hein. Maintenant il est zen, il a une vie de bobo. C'est une chanson de Zazie, sa vie. Je vous ai pas doublé, madame. Non, monsieur. Vous êtes sûr, hein? Non, en vrai, Thomas n'oubliera jamais son 9-4, mais c'est vraiment un mec zen. Thomas N'Gijol, c'est surtout un mec qui reste vrai, qui reste engagé dans tout ce qu'il fait, dans la façon dont il se représente, dont il nous représente. Il fait pas partie de ceux qui ne font que parler. Par rapport aux jeunes... Ah, excusez-moi. Bizarre qu'il m'appelle à cette heure-là, lui. Allô? Ouais? Quoi? Quoi? H&M, la marque de vêtements, oui, H&M. Ils ont dit... Des singes? Quoi? Je comprends pas. Dire, nous, on est des singes cool sur un pull. Mais non, mais ça, je deviens dingue. Sidney On est des est singes bouleversé cool. par cet appel. Mais c'est... On lui signale une nouvelle discrimination à combattre. Dans 1 heure, tu appelles tout le monde. Tous, il faut qu'on soit massif. On se retrouve à Nation avec tout le monde. Ça va être un coup de poing. En tout cas, il répond toujours à l'appel. C'est... Voilà. Pardon, excusez-moi. Et... Allô? Ça Ouais. suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Arrête-moi avec tes histoires de militants là. Hein? Et puis c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? C'est un reportage. Un reportage? Oui. Mais enfin, trouve du boulot. Tu crois que tes histoires là, tes manifestations vont payer le loyer? Regarde-moi ça. 40 ans. Sur ton lit superposé. Tu n'as pas honte? Alors que tes frères et sœurs sont tous dans des maisons avec leur famille. Raté. Là où Thomas N'Gijol excelle plus que tout, c'est la scène. Et partout où il va sur scène, il représente ses ancêtres. Moi, Thomas, bienvenue, et Bagen Guijol 5, fils de Gilbert Guijol, présent dans la salle ce soir, ainsi que de Crescence Gonanga. Je m'engage ce soir, messieurs, dames, à jouer ce spectacle pour vous comme si c'était le dernier. Et ce soir, vous allez connaître l'histoire de Thomas N'Gijol parce qu'il est dans Click. Salut, c'est Thomas N'Gijol. Vous êtes sur Click. Abonnez-vous. Thomas N'Gijol est dans Click. Bienvenue Thomas. Merci, Mouloud. C'est une année importante pour toi, il faut qu'on la célèbre. C'est l'année du nouveau Thomas. Allez. Ça y est, il est en place. Ça fait des années que tu le construis et maintenant Ouais. les gens s'en rendent compte. C'est vrai. Se rendent compte de toute ta palette. Parce que même dans les spectacles comiques, tu dévoilais toutes les choses que tu montres aujourd'hui, les mêmes thématiques. C'est vrai. Et là, tu doubles un personnage d'un film d'animation qui va faire un carton. C'est adapté d'un livre de l'écrivain Amadou Kourouma. C'est réalisé par Zaman Nadjar. C'est un film qui est ancré dans l'histoire du monde, une histoire qu'on raconte pas assez. Ça se passe au Libéria, pays qui a été ravagé par les guerres civiles entre le Libéria et le Sierra Leone, entre 89 et 2003. On estime plus de 300 000 morts et des millions de déplacés. Pourquoi avoir choisi de t'impliquer dans ce récit-là? Le sujet, évidemment, parce que, en fait, je trouve que c'est quand même cool de naviguer dans ce métier-là entre le pur divertissement et des fois des sujets plus voilà, enfin, incarner de choses de valeur un peu, on va pas dire, on va pas sauver le monde, mais de
de passer des messages, de soutenir des causes. Et c'est vrai que pour le coup, derrière ces beaux dessins, tout ça, ça traite d'un sujet très sérieux qui sont les enfants soldats. Ouais. Aujourd'hui, selon l'UNICEF, il y a plus de 300 000 enfants soldats qui sont encore impliqués à travers des conflits. Comment est-ce que toi, tu penses que l'âme humaine est capable de confier une âme à un enfant? À quel moment ça peut arriver? Pour moi, c'est même pas... C'est triste à dire. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment privilégié ici. C'est-à-dire que moi qui suis père de famille, j'imagine des enfants qui ont l'âge de mes enfants dans des conditions déjà beaucoup plus dures, mais après que tu leur donnes des armes à feu, qui deviennent des enfants soldats, qui sont... Là, j'avoue que j'ai pas ce mental-là, j'ai pas cette logique-là. Pour moi, c'est aberrant, mais ça existe. Il faut pas se voiler la face, parce que c'est vrai que nous, on est quand même dans notre confort ici en Occident. Et c'est important qu'il y ait ce genre de sujet, ce genre de lumière, ces articles, parce que là, ça reste du divertissement malgré tout, mais c'est important de mettre la lumière sur ces sujets, parce que c'est tout près de nous, en vrai. C'est tout près de nous. La légèreté, c'est également dans un autre film que tu as inspiré. Ouais. On passe d'un autre sujet. Du coq à l'âne. Là, c'est l'autre Thomas. C'est l'autre, ouais, ouais. Police Flash 80. Ouais. Déjà, qui a trouvé le titre? Il est là. Il est là. Non, mais Police Flash 80, c'est... Non, mais là, tu sais, dans la vie, il y a des choses que tu as envie de faire. Et j'avais envie, après justement tout ce que j'ai fait ces derniers temps, d'une aventure collective. J'avais envie d'un truc un peu rétro, parce que mine de rien, comme tu le sais, Mouloud, on prend de l'âge, on passe de l'autre côté doucement mais sûrement, et on devient un peu plus nostalgique, quoi. Ouais. Et j'avais envie de... En fait, on se rend compte qu'on n'est pas loin de l'époque Starsky et Hutch. En vrai. Bah non, ouais. Pas tant que ça. Et puis en même temps, c'est marrant que tu cites ça, mais en même temps, en France, comme je le dis, on a quand même notre identité. Quand même, tu vois, on avait nos Bébel, on avait nos Delon. Et c'est vrai que voilà, quand tu vois François comme ça, André comme ça, et moi, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses. Il y a du Lionel Richie, il y a du Delon, comme je disais, il y a du Marie Pervenche, il y a plein de trucs. Mais tu vois, par exemple, sur cette photo, ce qui est marrant, c'est que ta référence à toi, elle est américaine. Tu cites Lionel Richie, tu cites pas un acteur français. Non, ouais, mais t'as absolument raison. Mais j'aurais pu te citer, parce que moi, je joue en entier dans le film, qui s'appelle Luc Le Timal. Le nom n'est pas... Voilà, on a été droit au but. Ah ouais, Luc Le Timal. Luc Le Timal. Luc Le Timal. Timal, quand il le dit, François, c'est hilarant. Mais en tout cas, la référence, pour moi, était quand même réelle dans notre France, dans le sens où la communauté antillaise était très présente. Je ne sais pas pour vous, à Noisy, comment ça se passait, mais chez nous, les Antillais, c'était quelque chose. Dans les années 80, les Timal, attention, grand respect, très élégant, les voitures bichonnées. Non, il y avait quelque chose. Ce mec-là, je le connaissais. C'était un mec de mon quartier, Luc Le Timal. Tu dis que c'est un mec du rez-de-chaussée, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Je dirais pas le nom de famille, mais au rez-de-chaussée, palier à gauche de chez moi. Ah non, je m'en rappelle très bien. Bande annonce. Excusez-moi, mais c'est quoi ce bordel ici, là? Guylaine Roble-Bernard. Dans 2 secondes, cocotte. Le ministre m'a demandé de créer une brigade spéciale, les meilleurs d'Île-de-France, la police Flash 80. Oh non, en plus, j'aime pas le nom. Vous en étiez où de l'enquête sur le trafic d'héroïne? Tous mes dealers me disent que tu prends 20% de la recette. Vous avez pas des procès-verbaux d'interrogatoire, des saisies? Oh, on baisse le chauffage, Guilou, d'accord? Guylaine. Il y a un patron, hein. Il y a un coq dans un poulalier, il n'y en a pas deux. Cette jeunesse sombre toujours dans la délinquance. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. T'as raison, on n'a pas eu cette chance. Voilà. Zordis, arrête! Dans 30 piges, il se passe quoi? Les mecs vont organiser leur petit trafic peinard? Vous notez quoi, vous? Moi, si je m'écoute, c'est dans sa gueule. Hein. Non. Mais vous en faites quoi du code de déontologie? Je me torche avec. Ouh là. Police! Fallait pas des témoins de Jéhovah, putain. Là, il est mort de chez mort. Alors, le topo? Juste une belle brûlure et un trou de balle dans le front. On va régler ça maintenant. Mais quand tu veux, Yvon, quand tu veux. Je me suis toujours bien débrouillé en corps à corps. Vous êtes en état d'arrestation. Il est là! Je l'ai! On reprend l'enquête. Mais non, mais faut que tu te soignes d'abord. Sur 30 ans de terrain, je peux te dire que j'en ai vu d'autres. Hein. Et c'est reparti. En fait, moi, ce que j'adore dans ce film, et encore plus le fait que l'idée vienne de toi, c'est que ça se voit que c'est une France qui nous manque, en fait. Ouais. Non, ça, c'était vraiment...
C'est vrai qu'aujourd'hui, l'époque est dure et tout, mais je veux pas dire qu'à l'époque, c'était mieux. Il y avait évidemment notre regard d'enfant peut-être qui déformait les choses, mais cette France, on l'a quand même kiffé, quand même. Cette France des années 80, ce côté un peu village, en fait, qu'on avait, en tout cas, dans nos quartiers, où, je veux pas dire que tout le monde se mélangeait, mais il y avait un truc assez solidaire, un peu associatif, même s'il y avait les mauvais côtés, parce que la drogue existait déjà, il y avait tout un tas de choses, mais il y avait une espèce de joie de vivre, une innocence qui était agréable. Tu penses que les mômes d'aujourd'hui, ils ont plus cette innocence-là? Ben non, ils l'ont plus. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux qui bousillent beaucoup de choses. Nous, à l'époque, l'imaginaire, il était incroyable. Le but, c'était juste de sortir, se parler. L'ennui, c'était quelque chose de précieux à l'époque. S'ennuyer, c'était, je pense même pas qu'on le disait vraiment. Entre la musique, la lecture, la danse et tout un tas d'autres activités, il y avait quelque chose de magique. Nous, on est de la génération où même les mères nous offraient des tables de ping-pong en béton, pensant qu'ils allaient éradiquer tout un tas de problèmes. Les mères M-A-I-R-E-S. Oui, les mères, exactement. Non, mais c'est important de le dire. Mais tu vois, les tables de ping-pong, quand les mairies... C'était quand même un petit événement. Tu te disais, maintenant, je vais m'acheter une petite raquette. Et on jouait. Enfin, tu vois, tout ça, c'était extraordinaire. Il y avait une forme d'innocence. Et aujourd'hui, les réseaux, tout un tas de choses rajoutent du cynisme, de la violence. On gâche une part d'enfance, en fait, à la jeunesse. Il n'y avait pas la polarisation. Ouais. On n'était pas dans un camp ou dans un autre. Et c'est ce qu'on voit dans ce film, c'est-à-dire qu'il y a tout type de Français, il y a même du racisme. Hein. Puis aujourd'hui, on le traduit avec du racisme. Moi, j'aime bien, j'en parlais même dans mon dernier spectacle, parler d'une certaine forme de franchise aussi, d'appeler un chat un chat. C'est-à-dire que moi, c'est mon école, en tout cas. Tu vois, même, tu sais, il y a des gens, même pour qui dire arabe, c'est compliqué. Tu vois, même dans quelque chose de positif. Hein. Oui, il y avait un jeune homme... un jeune homme, tu vois, tu te dis, un arabe. Oui, il est arabe, ça se voit, il est arabe. Ben, tout va bien, en fait. Pourquoi tu le dis pas? C'est comme les gens qui disent black au lieu de dire noir. Je dis, mais il est noir, c'est bon, t'inquiète pas, en fait. Et à un moment donné, cette époque-là, elle était plus à appeler un chat, en fait. Sans, voilà, comment dire, de le cantonner à ça ou ça, de la violence, à de la délinquance. C'était, t'as déconné, t'es arabe, t'as déconné, t'es blanc. On s'en fout, en fait. On disait les choses telles qu'elles étaient. Et moi, je trouve que cette époque-là, elle avait du bon. Alors, aujourd'hui, la traduction, parce que c'est ça, quand tu vois certains trucs sur Internet, de l'INA et tout, tu dis, ouais, des trucs qui étaient chauds quand même. Mais il y avait quand même une sorte de franchise à cette époque où on faisait moins attention à tout, on avait moins peur. Aujourd'hui, putain, dire un gros mot, dire certaines choses, t'as l'impression d'être un fou, quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage. C'est quand la dernière fois qu'on t'a pris pour un fou, tu t'es dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça, c'est mal interprété? La dernière fois, tiens, c'est intéressant ça comme phrase. La dernière fois qu'on m'a pris pour un fou, je pense pas. Je pense que je ferme beaucoup ma gueule maintenant. Ça m'est pas arrivé d'être dans des situations comme ça. Je pense, intérieurement, j'ai un autre moi, je me dissocie souvent quand je suis en public. Tu vois, bizarrement, j'aurais dire, toi, t'es peut-être un des rares où des fois, en interview, je suis aligné. Sinon, il y a un autre Thomas qui est là à côté qui dit « tais-toi ». Il y en a, tu vois. Parce que tu te sens en territoire ennemi? Non, pas parce que je me sens en territoire ennemi, c'est parce que je réfléchis avec ma gamberge d'avant, qui ne marche pas forcément avec notre époque, et juste fais attention, en fait. Tu vois. Mais c'est pas un truc, non, je n'ai pas de territoire ennemi. Moi, je me sentirais en territoire ennemi si je viendrais en guerre. Moi, je suis en paix, en fait. Je suis pas du tout... je n'ai pas de revanche à prendre sur la vie, ni sur quoi que ce soit. On va faire un petit voyage dans le temps dans les années 80. Allez. Je vais te faire commenter des pubs de l'époque. Je te préviens. Tu sais ce qui va arriver? Je sais pas, mais je vois l'ambiance, parce que je connais l'époque, et l'époque était violente. Allez, on commence par la première. Chimère te présente Bamboula. Les aventures de Bamboula. Bonjour, je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom Qu'est-ce à que tu veux que je te dise? au cacao. Non, mais c'est... Tu peux trouver les bandes dessinées racontant mes aventures Non, mais dans chaque je peux parler là, vraiment? Bamboula. Ça, c'est magnifique, Bamboula. Bamboula, c'est vraiment... Quand tu fous ça à un enfant... Alors, 88, j'avais 10 ans. Et là, t'as quand même une boule au ventre. Parce que tu veux... Tu sais, c'est quoi le truc? C'est que tu veux les goûter, ces putains de gâteaux Bamboula. C'est ça le plus violent. C'est pas le racisme. C'est de dire, putain, des nouveaux gâteaux.
Mais le côté Bamboula, j'ai un petit souci quand même, tu vois. Et puis tout ça, c'est... Moi, 88, j'avais déjà été au Cameroun, je connaissais l'Afrique. Et là, ouais, Non, c'était... Mais ouais, l'impunité qu'il y avait, parce qu'en plus, il y en avait plein dans la cour. Moi, j'en voyais des petits avec des gâteaux Bamboula et tout. Ah bah oui. Et toi, t'as déjà traité de Bamboula? Non, on m'a appelé une fois Macumba, à cause du tube de Jean-Pierre Madère. Macumba ou Macumba, elle danse tous les soirs. C'était un match de foot, d'ailleurs. Un mec de l'autre équipe, il me regardait en chantant Macumba. Ouais. Du coup, j'ai traversé le terrain et je lui ai mis une droite. Mais c'était pas la bonne réaction. Mais j'étais petit, ça m'avait agressé, je sais pas, je lui ai mis un coup comme ça. Ça n'a pas dégénéré, parce que c'était des trucs d'enfant. J'étais en poussin, quoi. Mais non, il n'y a pas eu de Bamboula, juste Macumba. Une autre pub. Ah, Sopiquet. Couscous. Couscous. T'es un bâtard, tu me regardes. C'est toi qui dois la commenter, celle-là. C'est pas moi, j'ai rien à voir. Moi, je la trouve très bien. Personnellement, cette pub, je vois pas où est le mal. Sopiquet, oh là là. Avec cet accent petit noir, là. Et la couscous. Mais pourquoi? Regarde à la fin, en plus. Pourquoi tu m'as regardé de montrer les doigts et tu m'as dit couscous? Moi, c'est un petit plaisir. C'est un petit plaisir, parce que franchement, mais quelle violence. On a pris cher. C'est cher, c'est dur. En plus, il est grimé en espèce de... Et il a dit « la viande ». Moi, sacré menteur avec son accent, là, quel menteur. Oh là là, non, mais c'est magnifique. Non, mais tu te rends compte, ce qui est fou, c'est toute l'ambiance, en plus. Toute l'ambiance, tu dis, tu sais quoi, ils cachetonnent, les gens. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'ils travaillent, 78... toutes ces... Alors, je sais pas, il n'y a sûrement pas que des filles du Maghreb et autres, mais il fallait qu'elles bossent, quoi, à un moment donné, et elles participent à cette espèce de truc complètement fou, quoi. Sopiquet avec ce mec qui est grimé au milieu qui dit « Ah là, que merguez et couscous !» C'est terrible. On a pris Bamboula et couscous. Ouais. Il y avait même un nain, t'as vu derrière, là? Oh là là, ils n'ont rien épargné. Quelle violence. Non, mais... Tu sais quoi, on est solide, hein. Franchement. Il y en a peut-être d'autres pubs encore derrière. Ouais. On va s'en faire. Mais quand même, avant ça, il faut le dire, on est solide. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte qu'on rit du racisme. On rit, on ne pleure pas du racisme. En tout cas, nous, aujourd'hui, on rit. Je suis sûr que si quoi qu'il t'arrive à ce niveau-là, et moi, en tout cas, la première réaction, c'est souvent de rire. Sauf si ça touche à mes enfants. Là, voilà, c'est autre chose. Mais moi, le racisme me fait rire, en fait. Je dis, mais gars, vous n'êtes pas sérieux, en fait. C'est ça que je trouve assez fort aujourd'hui. C'est que je suis choqué, mais ma réaction de défense naturelle, c'est de rire, quoi. Tu te dis, bon, vas-y. C'est un état de sidération, presque, en fait. Ouais, un petit peu. Il y a un peu de ça, parce que j'ai tellement pas vécu avec ça. J'ai tellement vécu, pour le coup... je pense que j'ai aucun souci à t'impliquer là-dedans. On a tellement vécu dans ce mélange, même si aujourd'hui, c'est banalisé ou c'est vulgarisé de dire ça, mais on a tellement vécu bien que quand on nous remet des choses dans la gueule, tu te dis, mais d'où tu sors, en fait? Mais c'est aussi beaucoup lié à l'identité banlieusarde. Moi, je me sens beaucoup plus affilié à la banlieue, à la jeunesse en banlieue, là où j'ai grandi, qu'à une quelconque communauté, en fait. Complètement. C'est sûr, c'est sûr. Et plein de gens ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas grandi là. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est sûr que moi, c'est un peu... Ouais, j'ai toujours été très proche de plein d'amis, je l'ai déjà dit auparavant, parce que j'ai grandi qu'avec des Algériens quasiment. Donc, tu vois, j'ai une émotion quand je me retrouve à la frontière algérienne où je me dis, putain, je suis au bled, quoi. Ça me touche comme si j'étais, tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc très banlieusard. C'est un truc très banlieusard où, au final, tu vois, les Maliens, ce que tu veux, on a tous grandi plus ou moins ensemble, on connaît nos communautés, on connaît nos subtilités, on connaît nos vices, on connaît nos failles. Donc, ça fait qu'au final, tu vois, et je pourrais te citer n'importe quelle communauté, à commencer par la française de souche, comme on dit, où on connaît nos banlieusards blancs, quoi, tu vois, parce que souvent, quand on parle comme ça, on croit qu'on parle que des gens issus de l'immigration, mais pas du tout. Pas du tout. Mais bon, ouais, effectivement, mais c'est en ça que c'est une chance, là, on a grandi, parce que nous, on est à l'aise chez nous, là, on a grandi, et on est à l'aise ici. Quand je dis ici, c'est à Paris, dans des sphères où il n'y a pas forcément de diversité dans tous les sens, mais... On est éduqué, on est poli, et puis on n'en veut à personne, donc et on puis, avance. Contrairement à ce que les gens ont tendance à oublier, la banlieue fait partie de la France. Oui. Il n'y a pas plus français qu'un banlieusard. Mais il n'y a pas plus français, il n'y a pas plus, quelque part, formé qu'un banlieusard. Parce qu'on est prêt
on a cette capacité, comme je disais avant, à très vite s'adapter à beaucoup de choses. Ça, c'est une chance. On continue dans les pubs des années 80. Allez. Abougou Flash. Abougou Flash. Abougou Flash. Malabar. Non, Caramba. Caramba. Abougou Flash. Non, mais c'est terrible. Cette pub-là, il y a... C'est ridicule. C'est tellement pourri. Oh là là. Mais tu sais que cette pub, elle a... Putain, il y a un mec de mon cas, je ne peux pas citer les noms, mais elle a causé beaucoup de tort. Enfin, il n'y avait pas... C'est 86, non, on n'était pas encore au collège. Il y a eu beaucoup d'oreilles tirées à cause de ça. C'est-à-dire ? Tu crois que tous les jeunes, on était tous golios. Tu arrives à l'école, à Boudou-Fliche, tu crois que les profs... tu crois que les profs, ils sont là, t'apprends le lièvre et la tortue, tout soit, t'es là en cours, à Boudou-Fliche, sortez, allez, toi, tu vas chez le directeur. Ah bah oui, non, mais c'est vrai que dès que tu l'as entendu, t'es reparti mais en bien vrille. sûr, je le vois, le mec qui disait ça, je peux pas dire son prénom parce que voilà, je le laisse tranquille. Je le vois, il était derrière, là, il savait qu'il redoublait, lui. Il était là toute l'année à Boudou-Fliche, à Boudou-Flash. Écoute, vas-y, laisse-moi aller en CM1 en paix. Mais bien sûr, c'est une pub de cancre, ça. Ça a causé beaucoup de redoublements, ça. À Boudou-Fliche, à Boudou-Flash, qu'est-ce que tu veux faire avec des choses pareilles? Oh, putain. Non, mais c'était une belle époque, putain. Genre, il y en a encore ou pas? Évidemment, allez. Balance-moi genre une autre. Banga. Ben oui. Quand il y en a marre, il y a Banga. Allez, hop, on y va, en route vers l'aventure. Ta-ta-la-ta. Banga, putain. Ah ouais, magnifique. Ça faisait rêver, ça, quand on était petit. Voilà. Ça, c'est dégueulasse. Alors, voilà, passer la pub qui est magnifique. De la merde, Banga. Ça te fout. C'est que du sucre, de la merdouille, ça. C'était une époque magnifique. C'est vrai qu'on avait, même les bonbons qu'on avait, ils étaient radioactifs, on peut le dire. C'était n'importe quoi. On a là, dans 10 ans, ils vont tous voir dans nos corps. Bon, ils vont rien nous dire, les docteurs. Ils disent, kiffe ta vie, quoi. C'est mort. C'est du E748. Mais n'importe, on buvait de l'orange, des bonbons qui n'avaient pas de sens. Il n'y avait aucune... À l'époque, il n'y a même pas les trucs de nutrition, là. Ils nous foutaient ça, ils mettaient de la peinture orange, et des merdes-toi. Tu te rappelles le Tang? Bien sûr, la poudre, du crack. C'est le crack des gros. Le crack des gros, tu mettais ça avec ta paille, là, et tu... N'importe quoi. Adieu nous aimait beaucoup quand on était jeunes, je te jure, parce que franchement, on a bouffé des tas de merde. Banga, c'était n'importe... Ça existe encore, ça? Je crois pas, non. En fait. Non. Ouais, non, ils ont vu qu'ils ont été trop loin. Putain, c'est dommage. Si Élise Lucet existait à l'époque... Monsieur Banga, juste une question comme ça. On a déjà 10 morts. Attends, Banga, c'est dramatique. Allez, encore une pub. Allez. Incroyable mais vrai, celle-là. Avec presque rien, vous collez presque tout. Putain, Super Glue 3. Le métal, le caoutchouc, quelle carotte, le bois, ça. Le plastique, le cuir, le carton. Super. Avec presque rien, vous collez presque tout. Putain, j'aimerais beaucoup plus rire, mais à cause de cette putain de colle... Non, t'as pas fait ça. Non, j'ai fait autre chose, et mon père, il m'a... La première fois que mon père il m'a mis quand même une petite volée, c'est à cause de la Super Glue 3. Mais non, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, je sais plus, j'ai fait une merde au Cameroun, j'avais de la Super Glue, j'ai voulu faire MacGyver. C'est pas passé. C'est pas passé du tout. Gilbert, il s'est occupé de moi. Voilà. Mais tranquille, hein. À l'ancienne, mais tranquille, tout va bien. Ouais, non, tu vois, directement, mon regard, j'ai vu Super Glue. T'as eu peur? Ouais, ça m'a rappelé. J'ai dit, ah ouais, je crois que c'est vrai que j'avais déconné avec ça. Ouais, j'avais déconné. Une autre pub. Allez. Et mon gars, regarde ça. C'est sûr que tu connaissais. Dis ça. Sur ta casquette, te prends la tête, mets une cartouche et fais la fête. Oh là là! Classique de fou. Oh là là, avec les raps à l'ancienne. J'étais sûr que tu la connaîtrais par cœur. Magnifique, ça. Ça, c'était Amstrad 6128. Ouais. Alors, c'était celui à disquette déjà. Ouais, il y avait celui à cassette. À cassette avant, c'est le PC 164. Exactement. Et moi, j'avais celui-là. Celui-là, on l'avait acheté avec mon frère. Ah, c'était des belles années. Mais tu vois, quand je te dis ça, c'était l'innocence. De rentrer avec
ton Amstrad, ta disquette, ça prenait son petit temps, mais c'était... Regarde, même la tête du jeune, il est comme ça à côté du crocodile, c'est naze. Non, mais c'était beau, hein. Moi, qu'est-ce que tu veux dire? Après, voilà, les jeunes, ils vivent d'autres bons moments, mais franchement, on aura kiffé. Franchement, on aura kiffé. Parce que le switch générationnel, on commençait à rentrer dans les jeux vidéo, tu vois, le rap qui commençait, tu vois, il était stylé son rap au croco aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que c'est claqué, il est même peut-être hors temps. Mais à l'époque, tu vois un crocodile qui rappe, tu dis, waouh, ça y est, ça commence, tu vois, doucement, on commence à être là. C'est génial. C'est génial. Puis on a eu les 2 meilleurs crocos qui sont les 2 meilleurs rappeurs en France, Arsenic. C'est vrai. Repose en paix, Calbo. Exactement, repose en paix, Calbo. Ouais. T'es né en 78 à Paris, franco-camerounais, fils de Gilbert Njijol, sociologue camerounais, et de Crescence Njijol, infirmière. Tu les as cités en ouvrant ton dernier spectacle. Pourquoi c'était important pour toi de donner leur nom? Parce que je les aime déjà. Et puis, je suis tellement affilié, je suis tellement accroché, à mes origines. Je sais pas, peut-être qu'il y a un côté même angoisse dans le sens où j'ai envie de laisser tellement de choses à mes enfants que j'ai envie de leur parler de leur grand-père, de leur grand-mère. J'ai envie de tout ce qui est bon à les rattacher à leur histoire et je le fais. Tu vois, donc je pense que c'est aussi par rapport à ça. Et puis c'est aussi pour rendre hommage à mes grands-parents. C'est-à-dire qu'il y a mes parents, mais au-dessus, il y a aussi les grands-parents. Donc les citer, c'est quand même cool. 4 frères et une sœur. Ouais. 2 demi-sœurs. T'es le premier de tes frères et sœurs qui est né en France. C'est ça. C'était ma grande fierté, ça. C'était ma grande fierté d'être né en France, parce qu'à l'époque, c'était... Je me rappelle quand on avait fait notre premier voyage au Cameroun, très jeune, quoi. Moi, la première fois que j'allais au Cameroun, mon père, il travaillait à Cameroun Airlines, et on avait donc des billets un peu bizarres, là, je sais pas trop quoi, on voyageait quand on voulait, en gros. Et quand on est rentré, en fait, mes frères n'ont pas pu voyager parce qu'il n'y a plus de place. Et elle pouvait prendre qu'un enfant. Ma mère, elle a dit « Tom ». Et j'ai dit à mes frères « Salam ». Et parce qu'eux, ils ne savaient pas quand ils rentraient. Même, il y avait à l'époque, dans les années 80, le soupçon de « tu restes au bled ». Il y avait ce petit truc, tu te rappelles, machin, il a été envoyé au bled. Il a volé un autoradio, il est parti au bled. Exactement, et c'est fini. Et moi, il y avait un peu de ça, en fait. Quand j'avais pris l'avion, en vrai, j'étais content. Et en même temps, je me disais « ça sent pas bon, je crois que je vais peut-être plus revoir mes frères ». Quoi. Mais ils sont arrivés 48 heures après. Mais ouais, on a beaucoup joué de ça dans mon petit côté né à Paris à l'époque. Ouais. Est-ce que ton père, qui a étudié la sociologie, quand il est arrivé en France, il a connu une forme de déclassement? Bien sûr. Bah oui, il faisait des travaux. Mon père, il était déjà gendarme. C'est quelqu'un qui a des responsabilités au Cameroun. Il avait déjà, et quand il est arrivé ici, oui, il a commencé à faire 2-3 boulots qui ne correspondaient pas à son niveau, déjà même universitaire, même pas scolaire, parce qu'après, il a suivi des études après ici à la Sorbonne. Mais sinon, ouais, bien sûr, il est passé par cette étape-là, comme beaucoup de gens issus de l'immigration, quoi, malheureusement. Et c'est pas le pire, parce qu'il y en a qui avaient déjà des degrés d'études très élevés, qui ont fait des travaux en France très, très dégradants par rapport à leur niveau, quoi. Est-ce qu'on comprend quand on voit son père qui a un certain niveau intellectuel, qui fait des sacrifices pour que toi tu sois là, que les frères et sœurs soient là, qu'en fait, c'est comme si vous mettez en mission. C'est-à-dire qu'il considère que ces sacrifices, ils sont pour quelque chose, pour un avenir meilleur. On ne le sait pas, en fait. Ouais. On ne le sait pas. C'est ça le drame de l'enfance. Parce que moi, aujourd'hui, qui suis parent, quand je vois mes enfants, même si ce n'est pas du tout la même histoire, ils sont responsables de rien, en fait. Quand ils font... Vraiment, l'exemple le plus ballot, c'est le gâchis. Je ne supporte pas le gâchis. Je travaille pour leur donner à bouffer. Mais eux, elles ne le savent pas, elles n'en ont rien à foutre. Si elles veulent manger 3 cuillères, elles disent « c'est bon, ça m'a saoulé, moi je suis là ». Mais ça, c'est pas là, en fait, voilà. On dit « écoute, papa, il y a à manger, tu vas pas manger ». Parce que moi, il y a toute une intériorité d'histoire, de banga, de Maison Alfort, de machin, où je dis « il a une histoire, ce plat, il a de la sueur, il a des larmes ». Honorez-le quelque part. Mais tout ça, elles n'en ont rien à branler. Et heureusement, parce qu'elles sont pas... Voilà, elles n'ont rien demandé, en fait. Donc, nous, quand on était petits, on avait aussi un peu ce fonctionnement. Parce que quand ils nous parlaient de certains trucs, moi, je m'en rappelle, je pense qu'on est tous passés par là. Des fois, on rigolait. Pas devant eux. Mais une fois que c'était fini, on se retrouvait dans la chambre.
laisse tomber, on rigolait bêtement, tu vois. Et ça fait partie de la jeunesse. Alors oui, il y a une part de nous, avec le temps, tu te rends compte et tu regrettes. Et puis, il y a quand même une éducation commune qui fait qu'on arrivait quand même à jauger. Mais la jeunesse est faite des fois pour faire ce genre d'écart, ce genre de bêtises, j'ai envie de dire. Tu avais un rapport particulier à l'école ? Est-ce que je prends quelqu'un du 94 comme toi, Kerry James, qui disait « Moi, je fais partie de ceux dont on dit qu'ils ont gâché leurs possibilités ». Est-ce que c'était ton cas ? Aussi, ouais. Ouais, j'étais bon élève, moi. J'étais bon élève, mais après, le truc qu'il y a, mon gros regret, parce que moi, j'ai vraiment un regret, c'est que j'ai jamais su pourquoi j'allais à l'école. J'ai vraiment été jusqu'à l'université. Après, je savais un peu plus, évidemment, mais j'ai jamais été passionné par l'école. Je savais pas pourquoi j'y allais juste pour, comme 80% des enfants, peut-être de là d'où je viens, j'y allais juste pour avoir la paix, en fait. Mais j'ai pas eu de passion. J'ai pas été nourri de ça. Et je trouve que c'est dommage d'avancer, en fait, sans... Voilà, moi, aujourd'hui, justement, ce que je dis à mes enfants, si vous êtes nuls à telle matière, c'est pas grave. Mais trouvez votre centre d'intérêt, en fait. Et dans ça, nous, on va toujours alimenter ce truc-là. Mais aller à l'école juste pour être tranquille, c'est pas... Ouais, c'est mon petit regret, quoi. À 22 ans, tu deviens aide-éducateur ouais. Au groupe scolaire Aimé-Eugénie Coton, à Bonneuil-sur-Marne. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces années d'éducateur ? Parce que tu n'en as pas beaucoup parlé. Pourtant, elles m'ont forgé tellement de choses, en fait, parce que c'est là, définitivement, j'ai su... Alors, parce que moi, en parallèle, j'allais être instit. J'ai arrêté mes études pour, justement, le théâtre. Donc, j'ai donné beaucoup d'énergie. Là, c'était mes années décisives, en fait, parce que j'avais un salaire qui tombait et je pouvais me permettre de prendre en main certaines choses, quoi, pas prendre des risques un peu bêtement. Mais ça m'a tellement formé à plein de choses, à la vie, et puis surtout aux enfants, dans le sens où la transmission, je pense, le côté utile que j'avais, il y avait un truc trop gratifiant pour moi. Les enfants, peut-être... Enfin, aujourd'hui, c'est une de mes grandes, pas fiertés, mais mes petits moments de bonheur où des fois, allez, tous les 6 mois, il y a quelqu'un qui s'arrête devant moi, un adulte qui me regarde, me dit « Salut Thomas », je dis, « Bonjour, tu me reconnais pas ?» Non. T'étais mon éducateur à Bonneuil. Je dis « Oh putain, c'est pas vrai » et c'est trop génial. Et franchement... T'étais quel genre d'éducateur ? J'étais celui que j'aurais aimé avoir quand j'étais à l'école. C'est quoi, je me dis, élève, juste avec ta voix. Tu fais quoi, là? Non, mais le truc qui était génial, c'est que je me suis rendu compte que j'avais une autorité naturelle. Moi, je ne savais pas ça. Mais les enfants, ils me respectaient vraiment. Et ils n'avaient pas peur de moi, ils me comprenaient. C'est ça que je trouvais vraiment impressionnant quand j'ai fait ce métier. C'est que les adultes, j'avais des rapports... J'étais jeune quand même, j'étais un peu dans le cliché même... visuellement, entre guillemets, cliché, rien de méchant, mais j'étais un jeune d'où je venais, quoi. Et les adultes, des fois, ça passait, des fois moyennement, mais les enfants, ils captaient tout. Même quand j'étais genre en coup de pression, ils avaient des sourires en coin, genre, tu déconnes, je le sais très bien qu'au fond de toi, t'es pas sérieux. Tu vas rien faire. Exactement. Et c'était génial, en fait, parce que moi, de l'autre côté, mon premier spectacle que j'ai fait à l'époque au Moloko, vraiment, je peux te certifier que les enfants, à 70%, ils ont influencé tous les personnages que je faisais. Parce qu'en termes de jeu, dans le sens, eux, ils sont purs, ils sont sincères. Quand ils sont énervés, ils sont énervés. Quand ils pleurent, ils pleurent. Quand ils sont contrariés, tu le vois. Tu vois un petit qui marche tout seul dans la cour, tu dis « Oh ». Non, mais même dans tes premiers passages de stand-up, il y avait un truc enfantin. C'est-à-dire que de prendre un morceau de rap grave comme Black Superman pour en faire ton sketch du Superman noir, tu l'as fait avec la vision d'un enfant. Ouais, mais je te jure que c'est vrai que moi, les enfants, ils m'ont beaucoup, et j'ai beaucoup influencé, et j'ai eu beaucoup peur en évoluant dans ce métier, et je l'ai encore d'ailleurs fait peur, de perdre ce truc-là. Dans le sens où en fait, c'est un de mes moteurs et un de mes, je sais pas comment dire, tu sais, la vie, en fait, elle t'endurcit tout le temps, et j'ai pas envie de perdre ce petit côté enfantin quelque part. Écoute, quand je t'écoute comme ça, il y a un seul truc que je veux faire avec toi, il faut que tu viennes de faire un épisode de La Grande Classe. Ah bah oui. Faut qu'on te ramène dans ton lycée. Putain, Saint-Exupéry à Créteil. Ouais. Ah, ça, avec grand plaisir. On va organiser ça dans un futur proche. On va organiser ça, évidemment. Tes premiers passages sur scène, ils arrivent après cette expérience d'éducateur. Donc ça commence avec une première troupe qui s'appelle Barre de Rire. Ensuite arrive la proposition du Jamel Comedy Club.
Et là, tu trouves... Moi, la première personne qui m'a parlé de toi, c'était Fabrice Eboué, qui était avec moi à l'époque sur MTV. Absolument, ouais. Qui m'a dit, j'ai trouvé mon frère. Ouais. On a envie de vous revoir faire un truc ensemble avec Fabrice. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Vraiment, comme je dis, et je pense que les beaux projets se font de façon naturelle, en fait. Donc, Inch'Allah. Et il y a aussi un truc dont il faut qu'on parle, c'est Selon Thomas. Ouais. Parce que je t'en veux. Pourquoi? Parce que t'es chiant. T'es chiant. Ouais, c'est-à-dire que tu lances les Selon Thomas. Ouais. C'est magnifique. Tu te fais pomper dans tous les sens. C'est possible. Et je le dis, moi je peux le dire. Toi, ça ferait mec qui se la raconte. Ouais, je comprends. Tu te fais pomper dans tous les sens et t'en fais pas d'autres. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie Selon Thomas. Je sais que je vais en faire un final pour Noël. Je sais pas si ça sera ce Noël. Je prends Canal+ en otage. C'est très bien même. Noël. Voilà. 2026. 26, ça veut dire que j'y vais maintenant au boulot. Hein. Ouais, bah ça serait pas mal de travailler. Mais je travaille, mais sur d'autres choses. Mais disons Noël comme 2026. Ça, ouais. Voilà, une soirée spéciale. Ouais. La grande classe Selon Thomas. Allez. Soirée spéciale. Grande classe Selon Thomas. Allez. Elle est pas mal, hein. C'est vrai que celui-là, le Noël, les gens, ils sont bien. On les met bien. Allez, c'est un deal. On va cliquer ensemble sur un souvenir. On t'a demandé un clic culte. Ouais. Et t'as choisi un film du regretté John Singleton. Ouais. Boys in the Hood. C'est l'histoire de 3 amis du quartier de South Central Los Angeles. Entre les gangs, la drogue, la gentrification, les violences policières et l'engrenage et une forme d'impasse que ces gosses ont connue dès l'adolescence. On regarde un extrait, le monologue culte de Laurence Fishburne. Allez. I want y'all to take a look at that sign up there. See what it says? Cash for your home. You know what that is? Billboard. What are y'all, Amos and Andy? Are you stepping and he's fetching? I'm talking about the message, what it stands for. It's called gentrification. It's what happens when the property value of a certain area is brought down. Huh? You listening? Yeah. They bring the property value down. They can buy the land at a lower price. Then they move all the people out, raise the property value, and sell it at a profit. Now what we need to do is we need to keep everything in our neighborhood, everything, black. Black owned with black money. Just like the Jews, the Italians, the Mexicans, and the Koreans do. Ain't nobody from outside bringing down the property value. It's these folk shooting each other and selling that crack rock and shit. Well, how you think the crack rock gets into the country? We don't own any planes. We don't own no ships. But we are not the people who are flying and floating that shit in here. Ouais, ça, c'est des claques, ça. Quand t'es jeune et que tu vois ce genre de film, tout s'aligne et ça t'ouvre un champ d'horizon incroyable, dans le sens où, oui, c'est des jeunes... alors, c'est un niveau de violence qui n'est pas le même qu'on a connu, hein, évidemment, et Dieu merci. Mais c'est des jeunes de quartier qui, justement, il y a quand même un petit plafond par rapport à cette société. Et en même temps, il y a ces 3 personnages-là. Et en tout cas, moi, en tant qu'enfant, quand je vois ça, ça me donne de l'espoir. Et ça ouvre plein d'horizons, en fait. Je pense que c'est toutes ces petites pierres qui font que je suis là aujourd'hui. Et que même aujourd'hui, je me suis aventuré aussi dans un autre cinéma où j'avais envie de raconter d'autres choses, de me raconter, en fait. Et d'être justement, en se racontant sincèrement, on devient un peu universel. Dans Boys in the Hood, il y a un truc, pour moi, c'est comme ceux qui ont vu Scarface. Il y a ceux qui ont compris Scarface et ceux qui n'ont pas compris Scarface. Scarface, c'est plus technique quand même. C'est quand même un film de Gauliot, Scarface. C'est n'importe quoi du début à la fin. Déjà, Al Pacino, il a rien de latino. Enfin, tu vois, ça part déjà, tout part de travers. Il joue un mec qui est pas lui. Et c'est l'apologie du n'importe quoi. Enfin, c'est grossier et génial, Scarface. C'est-à-dire que vraiment, voilà, sa sœur, elle a à peine le droit de respirer en sa présence. Enfin, c'est n'importe quoi. Et quand tu le regardes, Scarface, tu dis... Mais tu te rends compte qu'il y en a que ça a matrixé. Mais parce que c'est le mauvais garçon jusqu'au bout. Il est complètement fou jusqu'au bout. Il est mort à lacet, il parle mal à tout le monde, il a un orgueil démesuré. Quand t'es un peu sulfureux, t'as envie d'être lui. Puis quand il brille vraiment, quoi. Moi, Scarface, le film, pour moi, il s'est arrêté au moment où, quand il se marie, il achète un tigre. J'ai dit, mais le mec, il est riche,
quand t'as plus d'idées, c'est ce genre de détails. Moi, c'est vraiment ça, c'est un détail de vie. C'est-à-dire qu'à un moment, même si tu fais de l'oseille, tu fais tout, quand tu pètes un câble, il y a le petit détail. On en a tous connu un mec, à un moment donné, il dit « Attends, viens voir, Mouloud, regarde ce que j'ai fait. » Il te monte un truc, tu te dis « Ouais, je suis pas en couille. » Mais tu fais semblant. « Ah ouais, bah, dingue, t'as vu ?» Et en plus, quand tu retournes ce mur, ça devient une table de kung-fu, tu vois. Et là, tu peux... T'es là, ah ouais, non, j'en mets de ouf, quoi. Comme ça, tu vois, tu viens, on se fait un petit coup de karaté, toi. T'es là, ouais, carrément. Tu as dit, allez, salam, on se revoit. Il est perdu, lui. Et c'est toujours ce détail. Le tigre blanc dans Scarface, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est mort. Ça va mal finir. Bon, on sait que ça va mal finir, mais là, le tigre, il arrive, il appelle tout le monde. Il voit un tigre avec une pauvre chaîne. Tu dis, vas-y. Et donc, Scarface, non, c'est l'apologie de la débilité. Et c'est vrai que la fin, c'est dur de retenir la fin de Scarface. C'est vraiment dur. Boys in the Hood, la fin, elle est dure. Ah ouais. Elle est dure. Moi, je l'avais vu à l'été, je sais plus quel été, quand il était sorti, quand je suis sorti de la salle, j'avais un poids au bide, quoi. Je me dis, merde. Parce que tu vois, Ice Cube, il disparaît de l'écran. Il meurt pas dans le film. Mais son personnage, ils disent quelques semaines après, sans spoiler, il disparaît, et puis il y a une petite phrase à la fin, tu dis, waouh, c'est dur, c'est dur. Et les choix, comme dirait John Wick, les choix et les conséquences. C'est très important de faire les bons choix dans la vie. On va refaire un tour dans les années 80. Allez. Parce qu'on va parler de Police Flash 80. J'adore. Je vais te faire une interview avec les musiques du film Police Flash 80, ok ? Allez. On commence. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une ambiance Bière chaude et narguilé, chez Mario tout oublié. Bière chaude et narguilé. Chez Mario tout oublié. J'avais pas entendu bien la fin. Non, on se souvient de tout. Elles Même sont du folles, pire. les paroles de ce morceau. Et complètement de mal. Mais c'est ça qui était fou à l'époque. Mais c'est comme les Mylène Farmer et tout ça. Quand on écoutait ça petit, sans vraiment savoir, là. Je suis une libertine, je suis une catin, ou quand elle parlait. Non, ça, c'est rien. Pourvu qu'elle soit douce. Pourvu qu'elle soit douce, mais c'est pas possible. Ça parle de quoi ? Qu'elle soit douce, là. Voilà, on a des enfants, des heures de grande écoute. Mais tu vois, tu pouvais être là, tu t'entêtes à tout foutre, tout, mais pourvu qu'elle soit douce, tranquillement. Ton père, il te regardait en mode, bon, je lui dis ou je lui dis pas. Non, mais c'est chaud. On était tous là, tranquilles, tu vois. Moi, parce que Mylène Farmer, ça swingait. Ça swingait. Nous, on aimait bien. Enfin, en tout cas, à la maison, moi, j'aimais bien Mylène Farmer. Mais putain, quand t'es jeune, merde. Est-ce que tu te souviens de la première fois où, dans un après-midi, dans le 9-4, t'as pu danser sur ça ? T'étais un mec des après-midi, toi. On a fait des après-midi. On en a fait. Tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ? Les après-midi, c'était des après-midi dansants. Donc dans nos coins, dans pas mal de banlieues, et puis dans Paris aussi, où les fêtes étaient donc l'après-midi. C'est ça. Ou des DJ, ou dans des cités, des endroits, des fêtes associatives, des fois dans des quartiers, pour montrer en fait à quel point on était quand même ouvert, dans le sens où on pouvait retrouver... Les Parisiens, ils allaient en soirée, nous, on allait... En après-midi. Et on pouvait aller, justement, c'était ça qui était fou, c'est que des fois, il y avait un après-midi à Noisy. Exactement. Et tu allais à Noisy, tout en sachant que les mecs de Noisy, c'était chez eux, donc ils faisaient un peu les coques et inversement, mais c'était génial. Et Collet Serré, pour le coup, c'était plus soirée. Après-midi, on était déjà plus dans des zouks un peu plus techniques. Il y avait même du Francky Vincent, Virginie Vire. À ton avis, ce fameux Étienne, c'est qui ou c'est quoi ? Étienne. Tiens-le bien. De quoi ? Quel classique, putain. Non, mais cette chanson, elle est magnifique. Elle est addictive de ouf. Et de quoi elle parle ? Écoute, je sais pas, mais Étienne, elle a pris cher avec ce Étienne. On sait pas c'est quoi l'histoire au fond et même tiens-le bien, je sais pas quoi. C'est ça que je me demande, c'est qui ou c'est quoi ? Non, on sait pas exactement, mais non, elle était dans le futur. Gashpati, ah ouais. Elle était dans le futur, le clip, tu l'as revu ? Ouais, fou. Il est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Elle danse, elle est... Mais même la prod est folle. Non, mais tout. Moi, je me la suis retapée avec le film, la chanson, mais je l'ai écoutée en boucle. J'ai fait une semaine en voiture avec Étienne, tu vois. En plus, le plaisir que tu as, en plus, quand tu as nos âges, c'est que tu peux baisser la fenêtre et regarder les gens et dire quoi ? Je m'en branle. Tu veux me juger, toi ? Non, mais tu vois ce que je veux dire ? À l'époque, c'était important ce que tu écoutais. Tu baissais le son parce que tu avais Tupac, tu faisais le mec, ouais, t'inquiète, on connaît. Aujourd'hui, je mets mon Étienne à 200 à l'heure et puis si tu veux me juger, je te pisse à l'arrêt. C'est génial, Étienne.
à quelle épreuve que tu as pu traverser, tu t'es dit Dieu me donnait la foi, brûle le fond de moi. J'ai dans le cœur parce qu'il brille. Ah là 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 là. Je pense que et pour le coup, assez souvent, hein. Assez souvent, hein. Assez souvent, j'ai des pensées divines, des appels, parce que rien n'est acquis, en fait, à commencer par notre santé. Et puis surtout, j'ai été éduqué quand même dans ça, en fait, tu vois, surtout du côté de ma maman. Donc, j'y pense souvent. J'y pense assez souvent. J'essaye de ne pas l'oublier. Qui est-ce que tu ne pourras jamais oublier, quoi que tu fasses? Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à vous, je dirais. Je peux plus dire toi. C'est ma famille, mes enfants. Pour te dire, tu veux que je fasse une confidence? J'avais des chaussettes, en fait, avant l'émission. Je les ai changées dans le taxi. Parce que j'ai des chaussettes avec la photo de mes enfants. Ouais. Ah ouais. Elles m'ont été offertes à Noël. Et j'aime bien les porter des fois, mais surtout quand je vais en voyage. Parce que du coup, dans l'avion, je sais pas, ça me fait rigoler. Et je les avais tout à l'heure. Et non, mes enfants, ils m'accompagnent toujours, ma famille. Donc ouais, je pense à vous, pas qu'à toi. Est-ce qu'un soir, ivre, tu t'es laissé embarquer dans... J'adore. Non, mais ça, c'est... Mais bien sûr, pas ivre. Tu sais que je bois pas, moi, en fait. Moi, je bois pas, j'ai pas besoin de boire. Mais moi, tout le monde s'éclate à la queue leu, mais je suis le premier. Mais ça, c'est la vie, ça, là. Regarde, Zébu. Regarde les bisous, pardon. La tête et tout, mais rien ne va. Tu sais déjà, quand tu achètes ce vinyle, tu vas déconner. Non, mais je suis la classe, en plus. Non, mais c'était génial. Mais ouais, moi, j'aime bien la... il faut se détendre, en fait. On aime tellement, on connaît la musique, on est tellement sophistiqué aujourd'hui qu'une bonne queue leu de temps en temps. Allez, on passe au générique de Champs-Élysées. Oh là là! Non, mais ça... Parce que là, on a tous été ce gamin qui regardait Michel Drucker présenter Thriller de Michael Jackson. Oui. Et on a rencontré un jour Michel Drucker en vrai. C'est ça. C'était quoi ta première rencontre avec Michel Drucker? J'ai envie qu'on donne de l'amour à Michel Drucker. Non, mais Michel, c'était sincère. Parce que Michel, sa force, et je ne sais même pas de savoir si c'est sincère ou pas d'ailleurs, c'est qu'il te dit bonjour, ça va Thomas? Comment vont tes parents? On m'a jamais dit ça, pourtant j'ai fait pas de... Tu vois, tes parents vont bien? Et tac, il te parle hors antenne, hein, pas à l'antenne. Hein. Oui, mes parents vont bien, tout ça, on parle et tout. Au revoir Thomas. Le mec est gentil. Le mec s'intéresse à toi pour de vrai. Et à un moment, il m'avait proposé de bosser avec lui, Michel Drucker. C'était tellement drôle. Il m'a appelé une fois au téléphone, il y a des années. Hein. Allô, oui, Thomas, oui. C'est Michel Drucker. Je dis, tu me casses les couilles, là. C'est qui, là? C'est Michel Drucker. Non, mais c'est qui, là? C'est Michel Drucker. Et j'écoute. Je dis, mais c'est vraiment Michel Drucker? Je dis, putain. Et j'ai vraiment mal parlé au début. Je dis, tu me casses les couilles, c'est qui, avec tes blagues, là? Et je dis, putain, Michel Drucker, quoi. Non, Michel Drucker, c'est un mythe. Et bien sûr qu'il faut lui donner de l'amour à Michel Drucker. Il a passé nos samedis, quoi. Parce que quand on entendait cette musique-là, c'était... Il y avait de la lumière avec les mecs qui arrivaient. Il y avait de l'élégance à l'époque. Tu te rends compte? Tu te rappelles à l'époque, quand ils arrivaient? Ils sortaient de la voiture, là. Ce soir, Eddie Mitchell. Ça arrivait et tout. Voilà, Pierre Richard, tac. Mais putain, pourquoi on refait pas ça, en fait? Ah, mais moi, je suis chaud. Mais moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Moi, j'ai envie d'arriver en attitude. Même si on ne fume pas, mais on arrive avec une attitude. C'était des vedettes à l'époque. Tu vois, pas des stars, mais des vedettes. On entretenait dans le bon sens du terme ces choses-là. C'était beau. En tout cas, salutations à Michel Drucker. Ouais, bien sûr, Michel. On l'embrasse fort. Bah oui. Oui, c'est la base. Mais Michel Denisot. Michel Denisot aussi. Bah, bien sûr qu'on l'embrasse, Michel. Ah bon, l'époque des Michel, quoi. Ah ouais, non, mais Michel. Mais Michel, on parle souvent sur les réseaux. Il fait un fou de blagues. Ouais, il fait des blagues. Et puis il envoie les blagues. Et tous les 2 jours, des fois, je me lève. Michel. Ouais, ok, c'est vrai que c'est drôle. Il envoie des DM toutes les secondes, le mec. Bam, bam, bam. Il est vif. Mais d'ailleurs, Michel Denisot, on le surnomme Michel d'Insta. Oui, c'est vrai que non, mais Michel, c'est un mec d'Insta maintenant. Mais il est fort. Il est fort et très drôle.
très drôle, Michel Denisot, bien sûr. Thomas, merci beaucoup d'être venu dans Click. Bah, avec un plaisir fou, comme toujours. Ouais, il faut absolument aller voir ces films au cinéma. Police Flash 80, c'est le 18 mars. Voilà, merci beaucoup. Ouais. On veut un nouveau Selon Thomas. On va faire ça, on va faire un nouveau Selon Thomas, un nouveau film, un nouveau spectacle. Ah, un nouveau spectacle ? Ouais, en 2027, j'y pense un petit peu. Et puis non, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai tellement de choses à faire, mais on va surtout, même si on est en mars, on va souhaiter une bonne santé pour faire plein de bonnes choses. Évidemment. En tout cas, le nouvel arc NJ Jol, il est fabuleux. Merci beaucoup, Moulou. Bravo. Merci Thomas. 1000 fois.